Bonjour à tous, bienvenue dans cette session destinée aux collectivités, administrations publiques. Cette session fait partie d'une catégorie assez large de présentations, notamment des présentations dédiées aux collectivités, mais également au monde de l'éducation. Et on va, dans ces différentes sessions, aborder un certain nombre de sujets tels que l'intelligence artificielle utilisée par les attaquants, par les défenseurs, mais également les différents niveaux de protection que on va pouvoir mettre en face pour se protéger, bien entendu, des menaces qui sont celles qui nous concernent. Donc, on est sur Webikeo. Vous avez trouvé la page EZ. Je vous invite à souscrire et je vous invite à aller voir dans cette page quelles sont les différentes solutions qui sont proposées et vous aurez ainsi comme ça une vue d'ensemble sur ce que la société EZ peut faire. Et vous avez à gauche également le lien vers notre blog de recherche, et on va rentrer un peu plus dans le détail, vous pourrez y revenir plus tard, sur ces recherches pour pouvoir avoir un aperçu de ce qu'elles sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Grégory Ezrati, qui est Bonjour, directeur du support et des services. Bonjour Grégory. bonjour. Je te propose que l'on fasse une rapide présentation de toi, de ton service, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc, tu travailles chez nous depuis combien de temps? Alors ça va faire, une quinzaine d'années que je travaille, chez Z France et Afrique francophone et du coup ma tâche est assez large puisque je m'occupe de toute la partie technique chez Z France et Afrique francophone, de l'avant-vente technique pour vous accompagner sur, le test de nos produits et sur la bonne implémentation de nos produits aussi et jusqu'à, nos équipes cyber, internes qui sont là pour délivrer du service, de cyber et du service de surveillance sur les différentes infrastructures de nos clients. Parfait, merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet juste après. Là, je vous propose 2 parties dans cette présentation, notamment une partie introductive. Alors, on aurait tout à fait pu prendre un certain nombre de chiffres, de faits mis en place par des autorités telles que cybermalveillance, telles que le rapport de l'ANSSI ou le rapport du ComCyberMe. Bon, on a préféré faire un panorama d'actualité parce que ces chiffres, on pense que vous les avez. Si vous les avez pas, on peut vous les fournir, mais on pense que vous savez aussi à quel point vous êtes ciblés et que on n'a pas forcément besoin de vous rappeler à quel point la tâche est dure, compliquée et qu'il faut faire face aux différentes menaces. Avant de rentrer dans le sujet justement de cette présentation de Grégory et de la mienne, juste un petit rappel sur EZ. C'est une société qui est mondiale, dont le cœur est à Bratislava, en Slovaquie, au cœur de l'Europe. Nous existons depuis 35 ans, c'est 2500 personnes à travers le monde, et parmi ces personnes, bien entendu, il y a un certain nombre de chercheurs dans 11 laboratoires de recherche qui sont répartis sur tous les continents, ce qui nous donne à la fois une visibilité assez large et puis surtout une capacité, ce qu'on appelle follow the sun, donc toujours être disponible, parce que les attaquants ne dorment jamais, mais nos analystes ne dorment pas non plus. En ce qui concerne à la fois les clients, mais aussi des partenariats, on a un partenariat avec Google, on a un partenariat avec Intel. Le partenariat avec Intel, on va le voir un petit peu plus en détail, notamment sur la partie processeur. C'est vraiment très utile pour l'intelligence artificielle. Et puis, on donne 2 références clients qui donnent le ton, on va dire, à la fois les pompiers de Paris et puis la gendarmerie nationale. Et ces clients sont équipés de manière différente de nos solutions. Grégory pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis, je vous donne également une map monde sur à la fois la couverture que l'on a, c'est à peu près 110 millions de clients en propre protégés à travers le monde. On protège bien entendu des particuliers, mais aussi des entreprises, quelle que soit leur taille. Et puis, ces laboratoires, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ont soit des spécialités, soit une vue particulière. On a la chance, par exemple, d'avoir à Montréal des chercheurs francophones qui sont focalisés sur la recherche liée aux APT, Advanced Persistent Threats, donc des menaces liées, alignées avec des États. Et puis, pour rentrer dans ce panorama, dans cette actualité, je vous propose de faire un petit tour du côté police-justice, qui serait à peu près on va dire la partie
sympathique de cette présentation, parce qu'on a souvent des présentations qui mettent en avant les cybercriminels, leurs capacités. Eh bien, il y a heureusement des actions de police-justice qui sont menées et qui arrivent soit à des démantèlements, soit à des perturbations de réseaux cybercriminels. Et notamment, il y a une opération qui s'appelle l'opération Endgame, qui est une opération qui est menée conjointement à travers le monde par différentes polices, justice, mais également des acteurs privés. Pour l'une des dernières opérations, il y en a notamment une qui a été coordonnée par Microsoft. Nous participons à ces opérations avec ce qu'on appelle la Cyber Threat Intelligence, c'est-à-dire notre analyse sur les menaces que j'évoquais juste avant. Et on fournit donc des éléments techniques très précis qui vont permettre de comprendre à la fois le fonctionnement de ce que l'on appelle les centres de command and control, donc l'infrastructure des attaquants, mais également les logiciels malveillants qui sont sur les postes et qui vont leur permettre de nous attaquer. Et c'est notamment utile lorsqu'il faut démanteler ces réseaux, comprendre comment ça fonctionne et puis pourquoi pas nettoyer les postes. Ce que l'on note, c'est que ces différents réseaux sont extrêmement bien organisés. On parle de franchise, on parle de location. Ce sont des groupes qui sont internationaux, des personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui vont se retrouver sur des forums ou qui vont se retrouver sur des canaux Telegram. Et ce que l'on voit, c'est que ces différents acteurs, malgré le télétravail, on va dire, arrivent vraiment à s'organiser et à être efficaces. On l'a vu avec ces campagnes de rançongiciel, notamment quand on a l'opération Endgame qui touche à sa fin, la version 2.0. On voit qu'il y a plusieurs millions, 21 millions d'euros en crypto-monnaie qui sont saisis. Donc, si on se demandait si l'activité de cybercriminel est rentable, la réponse est oui, bien sûr. Donc, on a participé, je ne vais pas vous faire tout l'historique bien entendu, des opérations de police-justice dans lesquelles nous avons participé. Mais il y en a un certain nombre et il y en a qui sont plus importantes que d'autres, notamment celle des infostealers, donc des logiciels voleurs de données, à la fois parce que c'est un fléau qui va participer à l'établissement de campagnes de rançongiciel, d'accès initial dans les organisations, parce qu'un login et un mot de passe, quand il est volé sur un PC, bien souvent il est valide. Et puis, ces logiciels sont aussi capables de voler des cookies de session, ce qui veut dire que si on a un login, un mot de passe et une authentification multifacteur, eh bien, ces logiciels sont capables de les récupérer. Et la France a particulièrement été touchée, notamment dans par cette menace qu'on appelle l'UMA Stealer, en deuxième position. Donc, avoir stoppé cette menace est bien entendu très utile. Et puis, on l'a vu récemment, l'actualité a été défrayée par une attaque soi-disant menée contre l'éducation nationale par un groupe qui s'appelle Stormous. Bon, a priori, c'est encore en cours de vérification, mais au lieu d'avoir attaqué l'éducation nationale, eh bien, Stormous aurait plutôt fait une compilation de différentes listes qu'il avait pu trouver, glanées sur Internet. Et donc ça amène deux choses comme réflexion. La première, c'est que il faut être prêt, parce que si on est soit attaqué ou juste diffamé, j'ai envie de dire, par un cybercriminel ou un groupe de cybercriminels, eh bien, il faut être prêt et pouvoir prouver déjà pour soi, savoir si on a effectivement des informations qui ont fuité, et puis aussi préparer sa communication pour pouvoir communiquer à l'extérieur et dire si on a été ou pas touché. Peut-être que c'est tout simplement un sous-traitant qui a été touché. Autre fait d'actualité, ces combo listes sont des listes d'identifiants qui proviennent de fuites de données majoritaires en France, qui ont ciblé notamment en 2024 un très grand nombre d'entités. Elles ont doublé selon la CNIL, les fuites d'importance qui touchent plus d'1 million d'entrées dans leurs fuites. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à consulter la présentation que l'on a fait avec Xavier Aguina d'Orange lors du Panocrime, donc du panorama de la cybercriminalité, qui est organisé par l'Occlusive chaque année, on va dire mi-janvier. Et durant cette conférence, qui dure à peu près 2h30, assez long, mais chaque intervention dure à peu près une dizaine de minutes, ce qui veut dire que déjà en replay, on peut saucissonner et regarder ces différentes présentations comme bon nous semble, en fonction des thèmes qui nous intéressent. Et puis surtout, on essaye d'être assez dynamique et assez factuel, notamment parce qu'on ne s'appuie que sur des sources ouvertes, des articles de presse qui permettent de complètement sourcer les différents éléments que l'on apporte. Donc ça, c'est disponible sur le site du Clusif en replay. Et puis, de l'autre côté, je vous le disais, la CNIL, dans son rapport d'activité 2024, a noté qu'il y avait eu vraiment une forte progression
des fuites de données, ce qui permet à ces cybercriminels de faire des combolistes, des bases de données qui contiennent un grand nombre d'informations qui nous concernent et qui vont permettre d'attaquer à la fois les individus, mais également les entreprises. On continue sur une autre opération de police-justice. Alors là, plutôt en France, hein, c'est Le Monde qui nous parle de cette opération. Notamment, c'est un piratage qui est survenu à Adecco et il y a eu un grand nombre de fuites de données, notamment parce que un étudiant, à l'époque il était en alternance, avait partagé son login et mot de passe avec un cybercriminel. On va laisser la justice faire son travail. Aujourd'hui, il est encore présumé innocent, mais il aurait partagé cet identifiant et mot de passe pour 15 000 euros. Et puis ce que l'on voit, c'est que les cybercriminels, eux, sont vraiment très bien équipés, très bien organisés. Ils ont monté des faux gérants de sociétés, ils ont monté des mules financières et ils ont réussi en 2 jours à récupérer 1,6 million d'euros, notamment en piratant 32 000 comptes bancaires sur lesquels ils ont prélevé, pour passer en dessous des radars, moins de 50 euros, pour être exact, 49,85 euros. Donc voilà, la police-justice fait son travail. Les cyberattaquants ne sont pas que dans des pays inamicaux. Les cyberattaquants se trouvent aussi sur notre territoire. Donc la menace de l'intérieur, on le voit dans cette affaire, est à la fois interne aux organisations, mais également interne au niveau national. Un petit tour d'actualité sur les rançongiciels, les ransomware. Il y a d'autres éléments et je les ai pas mis dans la catégorie police-justice parce que on voit que suite à l'opération Chronos, qui a déjà perturbé pas mal les activités du groupe Logbit, eh bien il y a une nouvelle actualité qui les touche. C'est une révélation. Alors, par un vengeur masqué, aujourd'hui on ne sait pas exactement qui, a leaké, a fait fuiter les informations sur Logbit. Quoi qu'il en soit, on retrouve ces informations mises à disposition et on voit qu'il y a à peu près 70 administrateurs et affiliés qui concernent le groupe Logbit, qu'il y a une très forte agressivité dans les négociations. Ceux qui se sont fait attaquer pourraient en témoigner. On a démantelé 60 000 adresses Bitcoin en relation avec ce groupe cybercriminel. Et ça permet notamment, grâce à l'intelligence artificielle, mais pas que, de passer sur les différents échanges, de passer sur les bases de données et les informations que l'on récupère grâce à ces fuites, et de pouvoir, les authentifier, parce qu'il faut être sûr que ce n'est pas un enfumage, mais aussi pouvoir mieux comprendre et donc mieux se protéger, mieux comprendre comment fonctionnent ces cybercriminels. Autre élément qui concerne cette fois-ci le groupe Conti, il y a eu du name spreading, la name of shame sur ces groupes. Et là, encore une fois, c'est un vengeur masqué anonyme qui a partagé sur un groupe Telegram un certain nombre d'informations concernant ce groupe et notamment les différents têtes, on va dire dirigeants, c'est une entreprise cybercriminelle, donc les dirigeants de ce groupe Conti, ce qui a été d'ailleurs pour le coup confirmé par les autorités allemandes. Et donc, on en apprend encore une fois mieux comment fonctionnent ces différents groupes cybercriminels. Et ce que l'on voit, et on l'a notamment vu dans l'opération Chronos, c'est qu'il y a toujours, quand il arrive malheur, ce qu'on peut peut-être souhaiter à ces groupes cybercriminels, il y a toujours d'autres groupes cybercriminels qui vont prendre le dessus et profiter de cela, notamment Ransom Hub. Là, vous avez un lien vers notre blog, We Live Security, j'en parlais tout à l'heure. Cette recherche montre à quel point ces éditeurs de rançongiciels ont sauté sur l'occasion du fait que Logbit ait été démantelé ou en partie interrompu par les forces de l'ordre, et comment ils ont su rebondir en proposant notamment à leurs affiliés des primes de 90% sur les rançons qu'ils arrivaient à extorquer à leurs victimes. Donc voilà, ne prendre que 10% sur la rançon, c'est quelque chose qui est vraiment minime quand on sait à quel point ces groupes cybercriminels sont, j'ai envie de dire, au service de leurs affiliés. Notamment, ils mettent à leur disposition des supports de formation, ils mettent à leur disposition des outils. Et plus récemment, ils ont ajouté un nouvel outil qui est l'EDR Killer. Et si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller sur cette publication, un certain nombre d'informations techniques. Mais dans l'idée, les cybercriminels ont amené sur les machines un driver légitime mais vulnérable, et ils ont utilisé la faille, la vulnérabilité de ce driver pour aller shooter en mémoire les différents process des suites de protection, notamment des EDR.
Donc, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit déjà que il faut avoir une conception, notamment par liste blanche, liste noire, en ce qui concerne ces drivers, en ce qui concerne ce qui va être apporté sur les postes, même si c'est quelque chose qui est légitime. Et puis ensuite, ça nous rappelle aussi à quel point il faut que les solutions de sécurité soient elles-mêmes auto-protégées. Et c'est d'ailleurs quelque chose dans lequel EZ excelle. Il y a des tests qui sont menés par des laboratoires indépendants qui tentent de désactiver les différentes solutions de sécurité. Et EZ, depuis toujours, sort très fort dans ces différents tests. Notre niveau d'autoprotection est reconnu et très fort. Autre tour d'actualité sur l'intelligence artificielle. Alors, si l'intelligence artificielle a forcément bouleversé nos vies, celle des attaquants, on va le voir juste après, par rapport aux réseaux sociaux, on est quand même sur un niveau supérieur, notamment si on considère que pour que Facebook atteigne en son temps 1 million d'utilisateurs, eh bien, il aura fallu à Facebook à peu près 300 jours, donc un peu moins d'une année. Pour OpenAI, ChatGPT, il a fallu 5 jours. Donc 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Ça indique un profond changement, une profonde adoption, bien entendu, par nous, individus, par les entreprises, mais également par les cybercriminels, parce qu'on sait à quel point ils surfent sur des outils qui leur permettent d'automatiser leur travail et surtout de produire à la fois plus de qualité et de quantité. Donc, on n'a pas repéré. Alors, on a une présentation dédiée à l'intelligence artificielle que l'on fait d'ailleurs avec Grégory Ezrati, qui est régulièrement mise à jour. On fait également des sensibilisations sur l'usage de l'intelligence artificielle au sein des organisations. C'est pas une masterclass sur l'usage de l'intelligence artificielle, mais plus des bons conseils, un panorama, un peu comme celui-ci, des attaques liées aussi à l'intelligence artificielle et puis comment bien réagir, comment bien agir à la fois quand on déploie, mais aussi quand on va être utilisateur en organisation d'intelligence artificielle. Et donc, cette intelligence artificielle, on n'a pas vu aujourd'hui à proprement parler d'utilisation par les cybercriminels de masse, on va dire, d'utilisation véritablement disruptive, quelque chose qui soit hors du commun. Par contre, on les a vus améliorer la qualité et puis la profondeur de leurs attaques. Vous avez ici un exemple d'une personne qui a reçu sur WhatsApp un message avec la voix de son patron, de son ancien patron, et celui-ci, à la file de différents messages, lui proposait de participer à une opération financière secrète, bien entendu. Alors, la personne ne s'est pas laissée avoir. Il a eu quelques doutes au départ, mais il s'est pas laissé avoir. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, il a amené l'auteur à se dévoiler et il a surtout découvert que le cybercriminel ou le groupe cybercriminel derrière avait utilisé des informations mises à disposition, notamment sur, on l'imagine, des réseaux sociaux avec de la voix, avec du texte, qui ont permis de créer, j'ai envie de dire, un avatar qui est assez crédible et qui en tout cas a posé question à celui qui pensait bien connaître son ancien patron. Donc, on a quand même une utilisation qui est innovante par rapport à l'intelligence artificielle par les cybercriminels, mais rien qui soit complètement disruptif. Alors, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, inscrivez-vous à nos présentations liées à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, vous verrez, on les met à jour régulièrement, vu qu'il y a bien entendu régulièrement des nouvelles attaques. Il y a un autre élément que l'intelligence artificielle apporte dans nos organisations, eh bien, c'est l'équivalent de ce que l'on avait auparavant avec le Shadow IT. Eh bien, aujourd'hui, on a le même avec le Shadow IA, l'utilisation non maîtrisée d'outils d'intelligence artificielle, voire d'intelligence artificielle au sein d'outils qui ne sont pas à proprement parler des outils d'intelligence artificielle, mais qui vont utiliser l'IA de manière embarquée, et ce qui va, par rebond, amener potentiellement peut-être des fuites de données. Donc, le Shadow IA se considère, se maîtrise et va être forcément adressé par les organisations au fur et à mesure que leurs employés vont à la fois l'utiliser chez eux, l'intelligence artificielle, et vont faire comme le Bring Your Own Device ou le Shadow IT, et bien ramener ces usages au sein de l'entreprise, qui est un comportement que l'on voit de plus en plus. Pour appréhender cette contrainte, ou en tout cas contrainte ou opportunité de la façon dont on se place, je vous invite à voir ce document, notamment coédité avec l'INRIA, qui permet de donner un aperçu aux petites et moyennes entreprises des apports, bien entendu, mais également des différentes contraintes et ou points d'intérêt qu'il faut porter à l'intelligence artificielle dans son déploiement au sein de ces organisations. C'est destiné aux TPE, PME, mais il est tout à fait transposable à des organisations, administrations publiques. Les concepts sont assez intéressants. Et puis,
notamment parmi les documents qui sont mis à disposition, il y a cette checklist que je trouve particulièrement intéressante qui permet de voir non pas sous un angle purement cybersécurité, mais un angle social et en lien avec le travail, donc avec nos employés, les employés, nos collègues, nos collaborateurs et collaboratrices et les ETP qui sont au sein de l'entité, et de voir comment l'intelligence artificielle va agir sur leur travail, va agir sur peut-être leur psychologie, sur le volume de travail, est-ce qu'ils vont gagner du temps, s'ils gagnent du temps, qu'est-ce qu'on va leur donner à faire, comment on va les faire évoluer au sein de l'entité. Voilà, c'est à mon avis un prisme que l'on a assez peu souvent et qui, combiné avec la cybersécurité, amène une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle. Et bien entendu, quand on est dans des organisations et qu'on a la charge de la cybersécurité, eh bien on va se poser la question de l'usage de ces nouvelles technologies et pourquoi pas, bien entendu, de leur encadrement. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va pouvoir se tourner vers encore une ressource qui a été produite par le CLUSIF, qui est la PSSI liée à l'intelligence artificielle. Et si vous voulez à la fois télécharger cette PSSI, ce modèle de PSSI, je vous invite à le trouver sur le site du CLUSIF et ou à voir s'il n'y a pas une de vos connaissances qui soit au CLUSIF et qui pourrait vous le partager, parce que le CLUSIF a pour habitude de produire des documents, des livrables qui sont restreints aux personnes adhérant au CLUSIF. Il faut bien avoir un avantage à adhérer à cette association, ça en fait partie. Et puis, si vous souhaitez tout de même savoir ce qu'il y a dans cette PSSI, je vous invite à écouter ce très bon podcast et cet épisode en particulier, Nos limites sécu, qui invite Michel Dubois, qui est la personne dans le CLUSIF, qui est à l'origine de la création de cette PSSI. Et puis, je vous en parlais au début, j'ai dit que j'allais pas forcément les aborder, mais on y arrive quand même. Un côté sensibilisation avec un document qui est le rapport annuel sur la cybercriminalité 2024, édité par le COBCyberMe, qui est un document qui est très complet. Je vous invite à consulter si vous l'avez pas déjà fait. Et j'ai sorti cette infographie qui me semble assez intéressante, notamment si vous avez un élu, un DGS ou qui que ce soit dans votre organisation qui se demande comment fonctionnent les réseaux cybercriminels que l'on a pu évoquer au début de cette présentation. Et bien là, vous avez une représentation graphique qui est vraiment bien faite et qui, à mon avis, permet de mieux expliquer, sensibiliser les différents interlocuteurs qui sont les nôtres. Et puis pour terminer cette catégorie sensibilisation, et avant de passer la main à Grégory, quelques éléments, je commence par la droite. Nous avons produit 2 livres blancs qui sont à la fois dédiés au monde de l'éducation ou des administrations publiques et cotères. Je remercie Romain d'ailleurs qui est à l'origine de ces livres blancs, qui est aujourd'hui avec nous dans l'ombre et qui prépare ces webinaires. Vous avez également un livre que, alors je ne l'ai pas encore lu, je l'attends, je l'ai commandé, mais je l'attends. Et j'en ai vu des très très bons échos, donc j'anticipe quand même. Il s'appelle Les Caméléons et c'est une enquête qui est menée par un journaliste sur les arnaques aux faux conseillers bancaires. Les critiques sont excellentes, donc j'anticipe un peu, mais je confirmerai ou j'enlèverai cette référence une fois que je l'aurai lu, mais je suis assez sûr que c'est un bon ouvrage. Et puis à côté, je vous ai mis également un post LinkedIn d'un avocat qui s'appelle Marc-Antoine Ledieu, qui a notamment été invité par Limoges, la métropole de Limoges, à venir participer à une table ronde pour évoquer une NIS 2, forcément au sein de cette métropole. Et tout ça pour vous dire que l'écosystème cyber, cet avocat, mais nous également, au travers de présentations comme celle que vous avez vue là, ou d'autres un peu plus dédiées, sommes à votre disposition, les collectivités territoriales, les administrations ou toute société ou entité qui souhaite sensibiliser et amener des messages liés à la cybersécurité. On est à votre disposition également pour partager avec vous, auprès de vos administrés ou de vos équipes, différents éléments liés à la cybersécurité en termes de sensibilisation, de technologie, d'IA, etc. Sachez par exemple qu'on était hier, EZ était hier pendant 2 jours au Coter numérique, le grand rassemblement qui s'est tenu à Clermont-Ferrand cette année. Et moi, je participe régulièrement à des sessions. Alors, la dernière était sur Paris et on a parlé de cybersécurité pendant toute une journée. On était plusieurs, notamment à l'époque où il y avait eu des tables rondes sur le NIS 2, des tables rondes sur les arnaques aux faux vies, aux faux ordres de virement, voilà, amenées par différentes institutions.
Donc, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous solliciter. On étudiera ça et en tout cas, ça sera avec plaisir. Alors, donc on arrive à la partie où je vais faire rentrer Grégory avec moi sur scène. Grégory, tu t'es déjà présenté, merci. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite rétrospective? Encore une fois, je pense qu'on est face à des professionnels qui sont assez au courant, mais une petite rétrospective de la manière dont les différentes attaques et organisations cybercriminelles ont évolué sur ces dernières années. Ouais, effectivement, et je pense on parle entre professionnels, entre IT. On l'a vu, les attaques aujourd'hui sont plus des attaques, ce qu'on appelle les attaques one shot, les attaques ciblées très rapides où je lance ma menace et puis je vois ce qui va retourner. On est vraiment sur des choses beaucoup plus préparées. Il y a du social engineering, il y a les arnaques au président. Donc les groupements d'attaquants savent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de chances de faire des dégâts si ils ne préparent pas à minima un tout petit peu leur attaque. Et particulièrement sur les collectivités où tout ce qui est plutôt administration publique, tout ce qui est avec un aura, on va dire, qui représente notre pays, c'est aussi une volonté de venir perturber notre fonctionnement. Et donc, une attaque aujourd'hui, ça va et bien évidemment commencer par un accès initial, puisque l'attaquant doit à minima savoir comment récupérer certaines informations. Donc, c'est plus ou moins complexe, hein. On peut rentrer sur des prises d'informations assez complexes où on va aller chercher, attaquer directement vos réseaux, vos backbones, etc., pour aller récupérer de l'information, ou plutôt passer par les utilisateurs, la potentielle faille aussi qu'on peut avoir. Donc, faire du phishing ciblé avec des templates bien précis. On sait à peu près quand est-ce que les administrations vont faire des communications externes, internes. On sait, bon voilà, toutes ces petites choses-là qui vont faire qu'on va démarrer quelque chose. Et ensuite, tout va être dans ces deuxièmes phases de découverte, d'observation, de collecte de données, puisque l'attaquant, pour faire une attaque préparée et agressive, doit tout préparer, savoir où il se trouve, il doit observer le comportement de votre IT, comment vous fonctionnez, quels sont vos horaires de travail, pas vous directement l'IT, mais quels sont les horaires de travail de l'entité, des utilisateurs, et collecter un maximum de données comme ça, que ça soit technique ou plutôt un aspect humain, comment vous fonctionnez. Et puis après, son objectif, c'est évidemment de passer le plus longtemps possible sous les radars des antivirus, sous les radars de tous outils que vous auriez pu mettre autour pour vous protéger, hein. On parle beaucoup d'EDR aujourd'hui, bien évidemment, mais en tout cas, il y a d'autres outils aussi qui peuvent être mis en place. Donc l'attaquant va passer sous les radars. Et puis à un moment donné, c'est là où il va arriver à commencer à faire techniquement ce qu'il a besoin pour déposer ses menaces. Puisque là, on est vraiment dans ces débuts d'attaque, on est vraiment sur quelque chose où il n'y a pas de menace imminente encore, puisque l'attaquant est en train de tout préparer. Donc, il y a ce qu'on appelle les indices de compromission. On a du potentiellement dangereux, mais on n'a pas encore de dangerosité. Et puis là, à un moment donné, l'attaquant va déposer ses menaces, va les mettre de certaines façons à essayer d'être le moins visible possible, jusqu'au moment où il va arriver à l'attaque elle-même. Et là, on se reporte à l'antivirus et aux outils que vous avez mis autour, mais surtout aux antivirus de vos postes et de vos serveurs pour arriver à bloquer ça. Mais l'objectif d'aujourd'hui et notre objectif à tous aujourd'hui, c'est que un attaquant, quand il commence à accéder à nos systèmes, quand il commence à faire à faire des potentielles compromissions, en tout cas à essayer de récupérer de l'information, il faut le stopper tout de suite, puisque à partir du moment où on va le laisser, on va lui laisser du temps, il va avoir le temps de faire des choses pour éviter d'être attrapé après par l'antivirus. Encore il y a quelques semaines, on a vu une préparation d'attaque chez un de nos clients qui était extrêmement bien faite puisque le client n'a pas réagi à temps et a laissé beaucoup trop de temps à l'attaquant. Donc c'est cette phase-là où on doit agir vite et ensuite on se porte sur les protections de l'antivirus. Très bien, merci, merci Grégory. Prochain élément que l'on souhaite aborder, c'est assez rapidement, hein, comment l'intelligence artificielle est au cœur à la fois des solutions, mais aussi, sans trop dévoiler la suite de la présentation, au cœur des services, comment vous allez les utiliser. Et donc, comment, pour commencer, au cœur des solutions, comment cette intelligence artificielle a évolué au cours des différentes années?
Ah, l'intelligence artificielle, telle que nous, on la connaît aujourd'hui, évidemment, elle a fait un gap, elle s'est ouverte au grand public au final, alors qu'elle existait bien avant pour les professionnels, pour les éditeurs comme nous, comme des éditeurs de cybersécurité, où on utilisait déjà tout ça, tous ces moteurs-là pour arriver à arrêter les menaces de plus en plus complexes. Souvent, il y a quelques années, en arrière, on parlait beaucoup de bases de signature. On se portait beaucoup sur les bases de signature, sur des éléments qu'on connaissait pour pouvoir arrêter. Là, je parle quand je dis quelques années, euh, on parle d'un petit peu en arrière. Hein. On voit 97 là où on a commencé à travailler avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, cette intelligence artificielle, on va l'utiliser justement pour avoir des scénarios plus complexes, pour pouvoir rechercher plus rapidement dans l'ADN d'une menace, pour pouvoir aller chercher dans la racine d'une menace et aussi pour faire de la corrélation d'informations beaucoup plus rapide et de la corrélation beaucoup plus intelligente que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de simples bases plates, par exemple, de suppression de menaces ou des choses comme ça. Donc, tout au long du temps, on a eu une évolution en intégrant au fur et à mesure dans les modules de sécurité des antivirus, on a rajouté de l'intelligence artificielle et on a eu un gap là il y a un an ou deux où cette intelligence artificielle finalement avec tout ce qu'elle a apporté dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, on l'a ouverte aussi pour que on puisse avoir une intelligence artificielle dédiée à la réponse, mais sur de la réponse à incidents cyber et pas sur des demandes plus généralistes. On est vraiment sur une intelligence artificielle aujourd'hui qui va s'inspirer de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe aussi sur nos différentes datas pour justement répondre sur des incidents de sécurité. Ok, très bien. Et si on se penche maintenant sur la façon dont l'intelligence artificielle, au cœur du endpoint, qui est un peu notre métier historique hein, depuis 35 ans, comment est-ce que cette intelligence artificielle évolue à la fois dans ce qui a été souvent la recherche presque du Saint Graal dans l'alliance entre le matériel et le logiciel. Bah, alors, du coup, effectivement, l'interaction qu'on va avoir avec Intel Core, les CPU et l'interaction finale là-dessus, c'est parce que finalement, ça va demander beaucoup d'énergie. Ça va demander de la puissance de calcul, ça va demander de faire jouer des scénarios, comme on voit les machine learning avancés, etc. Donc, ça demande quand même de l'énergie à votre machine, ça demande de la ressource. Et donc, ces alliances-là vont faire qu'avec le CPU, on arrive à gagner, à faire gagner en temps, à faire gagner en énergie produite par votre machine et aussi à la consommation de la machine par rapport aux différents scénarios qu'on va jouer. Puisqu'il ne faut pas oublier que pour faire tourner de l'intelligence artificielle, c'est des data centers qu'on peut voir qui sont énormes et qui demandent de la puissance énorme. Et là, on parle d'une machine simple qui doit pouvoir produire cette partie-là. Et là, on le voit dans la prochaine slide où on voit le NPU, finalement, où on vient coupler aussi notre intelligence pour vraiment arriver à faire des scénarios complexes, des playbooks complexes, des scénarios de jouer des menaces complexes, mais sur une machine, toujours. Mais cette machine-là, à un moment donné, qu'on utilise l'intelligence artificielle ou pas, aura tout de même une limite de puissance de calcul, une limite de ressources allouées, et même au niveau d'énergie, batterie, c'est pareil. Si on fait jouer de gros scénarios d'IA, votre batterie va très vite tomber. Et c'est pour ça qu'on utilise nous-mêmes notre propre intelligence artificielle, telle que vous l'avez, j'ai envie de vous dire, en miniature sur une machine dans le endpoint. On l'utilise sur notre sandboxing cloud qui est déporté sur nos data centers avec une puissance de calcul et une énergie beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir sur une simple machine. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je te propose d'avancer encore une fois et de voir comment on va pouvoir, avec ce qu'on appelle le PP aujourd'hui et puis la console d'administration, aller plus loin avec l'existant, donc sans dépenser forcément de nouvelles, de nouveaux de nouvelles, avec sans dépenser de nouveaux éléments et sans ajouter forcément non plus de TP pour pouvoir faire plus. Et puis ensuite, on verra comment avec l'EDR, on va encore aller plus loin. Et c'est ce que tu évoquais notamment tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ce schéma et la façon dont EZ voit les services que l'on va pouvoir rendre à nos clients? Bien sûr. Et donc cet arbre est assez complet puisque finalement, c'est un arbre où on va pouvoir avoir
l'intégralité de ce qu'on peut délivrer pour un client, en tout cas ce qu'on donne à nos clients, hein. Et donc, ça va être découpé en 3 grandes parties. Donc, on a au milieu le management de la sécurité, puisque finalement, nos outils EZ, nos consoles EZ et notre façon de voir les choses fait que notre cœur de métier, c'est de piloter nos outils et de les rendre de plus en plus efficaces à travers vos consoles, vos politiques de sécurité, etc. Mais ce n'est pas tout. La sécurité ne passe pas que par là. Il y a aussi de la sécurité au niveau qu'est-ce que vous êtes capable de voir avec nos consoles, quel type d'informations vous allez pouvoir remonter. On peut faire, on peut avoir une vision de vos machines à travers la console, au niveau des consommations de RAM, au niveau des disques durs, au niveau de que pouvoir faire une hygiène informatique autour de nos consoles, puisque finalement vous avez de l'information qui vous remonte, qui est utile pour de la gestion de parc informatique. Et ça aussi, c'est un des points qui est très important dans notre vision des choses et la façon qu'on veut vous apporter cette sécurité-là. Et puis après, vous avez les différentes opérations où là, on va avoir des modules bien particuliers. Je parle surtout du MDM aujourd'hui, du Mobile Device Management, qui est devenu incontournable. Aujourd'hui, très peu d'entreprises n'ont pas de flotte mobile. On a des flottes mobiles et vu que c'est des flottes mobiles qui sont de l'entreprise, alors on va faire de l'interaction avec nos infrastructures d'entreprise. Et donc, là aussi, c'est un point important puisqu'on va pouvoir aussi vous donner une vision sur ces mobiles-là, piloter ces mobiles-là et surtout protéger ces mobiles-là. Donc, dans cet arbre-là, on a la philosophie des aides qui est que ce n'est pas du développement par partie de antivirus, d'un EDR, de petits morceaux. C'est un écosystème qu'on crée autour de votre entreprise, de votre parc informatique. Et grâce à cet écosystème-là, vous avez une vision très large et vous avez la possibilité comme ça d'augmenter votre hygiène informatique et surtout de vous prémunir de préparation d'attaque ou d'attaque avérée. Très bien, merci, merci Grégory. Donc là, on arrive finalement sur une slide qui va récapituler à la fois ce que tu disais, IT Operation, donc faire en sorte de maintenir le parc dans son fonctionnement optimal, hein, le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité également, avec une partie gestion des vulnérabilités et puis mise à jour du parc. Et puis, les briques de base qui vont permettre de détecter, tel que le PP tel qu'on le connaît depuis plusieurs années, l'EDR, la protection de la messagerie, etc. Et puis, de l'autre côté, on a une partie service, où là, on va avoir bien entendu une composante humaine très forte et puis une composante intelligence artificielle qui va venir booster, augmenter cette composante. Et tout ça, bien entendu, est alimenté à la fois par la Cyber Threat Intelligence, je vous le disais, un très grand nombre de laboratoires de recherche à travers le monde, des menaces qui concernent les particuliers, les professionnels, quelle que soit leur taille. Tout ça est processé, tout ça est augmenté aussi avec l'intelligence artificielle. Et puis, dernier maillon très essentiel de cette chaîne, eh bien, c'est la compatibilité avec le monde extérieur parce que on a beau avoir une super console qui fait beaucoup de choses, si on veut vraiment prendre en compte la cybersécurité de l'intégralité de l'organisation, eh bien, il faut être compatible, ouvert avec les autres éléments qui vont pouvoir nous permettre, pourquoi pas, d'interagir, également de collecter des informations et d'avoir une vision au final qui est encore plus grande, notamment quand tu évoquais la latéralisation et les renseignements sur l'organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Grégory, sur le fait que les attaquants, notamment quand ils se préparent, vont rester un moment dans l'entreprise et puis agir, et ils vont agir de quelle manière et à quel moment? Alors, le titre est assez ambigu, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde la slide, et c'est vrai qu'on entend beaucoup ça maintenant, quand on regarde la slide, un EPP n'est donc plus suffisant. Ça sous-entend dans ce genre de façon de voir les choses que finalement, l'antivirus est dépassé. Mais la vraie chose qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas l'antivirus qui est dépassé, c'est que finalement, les attaquants vont au-delà de la menace et vont préparer certaines choses telles que j'ai pu l'expliquer tout à l'heure de façon très schématique
et vont pouvoir après passer à travers cet antivirus, mais pas dans le sens où ils vont faire une menace qui a fait que l'antivirus n'a pas pu détecter. C'est que la façon qu'ils vont faire les choses vont faire en sorte que ils vont aller jusqu'à peut-être désactiver l'antivirus parce qu'on n'a pas vu les différents événements qu'il y a eu avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'antivirus ne sert à rien. C'est pour ça qu'EZ a un principe très simple aujourd'hui, c'est qu'on ne décorrèle pas notre antivirus avec notre EDR. Dans la réflexion et dans ce qu'on va appeler la bataille des EDR, parce qu'aujourd'hui, l'EDR et l'antivirus, il y a 20 ans, il y a 20 ans, de se dire qu'on mettait une machine sur un réseau sans antivirus, c'était impensable. Aujourd'hui, de dire on met une machine sur un réseau sans EDR, on commence à réfléchir. On se dit, il me manque quelque chose. On le voit ici dans ces slides très bien présentés, puisqu'on voit que finalement, effectivement, les solutions d'EDR vont vous donner une meilleure visibilité, puisque vous allez pouvoir remonter du comportement, sur des indices de compromission. On va pouvoir faire des contrôles additionnels par rapport à des comportements, tout pareil, par rapport à des process bien précis. Et détection de comportement anormal. Et donc derrière, ce que je disais tout à l'heure, qui était que l'EPP et l'EDR, EZ a fait une réflexion simple dans cette avancée, dans cette bataille des EDR, a dit, moi, je ne veux pas décorréler les deux. On ne peut pas installer mon EDR si on n'installe pas mon antivirus. Et dans cette logique-là, elle a été très simple, c'est que les deux vont travailler ensemble. Donc, ce n'est pas le même produit, c'est deux produits différents, mais vont travailler ensemble, sont développés par le même éditeur, et donc vont pouvoir comme ça se passer des informations et surtout se coupler dans les remédiations, se coupler dans la façon qu'on veut apporter des réponses à l'incident. Et on va pouvoir avoir dans une console qui est dédiée à de l'EDR, on va pouvoir avoir de l'information qui remonte par les antivirus, de l'information qui remonte par l'EDR et qui sont formatés sous un même format, sous une même compréhension. Ce qui peut être parfois un peu difficile parce que ce n'est pas impossible d'avoir un EDR plus un antivirus différent, mais il faut avoir une autre solution en dessous qui vient récupérer la totalité des événements. Et puis après, il faut pouvoir les interpréter puisque l'un va parler d'une façon et l'autre va parler d'une autre façon. Alors que là, nous, avec ce couplage-là, on s'assure que la compréhension et la corrélation de l'information se fait beaucoup plus facilement. Et donc, ça vous fait gagner du temps puisque on le dit, dans une attaque, le temps ne joue pas contre celui qui est en train d'attaquer. Le temps joue pour celui qui est en train d'attaquer. Plus il a du temps, plus il va pouvoir faire de choses. Très bien, merci Grégory. Alors, il y a un autre élément aussi que l'on va évoquer assez rapidement, ce sont les contraintes de la conformité, notamment liées au RGPD ou à NIS 2 qui approche. Donc, on va encore, c'est pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près 15 000 entités en France et organisations qui vont être concernées. Et quand on doit répondre, notamment dans les 24 heures ou dans les 72 heures, donner des informations sur l'incident que l'on a subi, c'est là où vraiment l'EDR va nous permettre de monter ce dossier de manière technique, bien entendu, et de savoir qui est le patient zéro, comment le cybercriminel ou les cybercriminels se sont introduits, quels moyens ils ont utilisés, est-ce qu'il y a eu un EDR killer, est-ce qu'il y a eu différents éléments. Et ces éléments-là, eh bien, on va les retrouver non pas grâce à l'EPP, mais bien grâce à l'EDR qui est très, très, très verbeux. Alors, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est aussi un moyen d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe au sein de notre réseau. Autre élément qui est important, on l'a touché un petit peu du doigt tout à l'heure, c'est la gestion des vulnérabilités. Alors, c'est très difficile parce que c'est vrai que la console permet beaucoup de choses, hein, logiciel, inventaire matériel, et d'autres éléments qui vont permettre à la fois le MCO, le maintien en condition opérationnelle, et le MCS du parc. Mais bon, on fait un focus sur les vulnérabilités parce que si on prend les chiffres, alors cybermalveillance comme cyberémie, etc., mais on s'aperçoit que il y a deux grandes catégories d'attaques, de vecteurs d'attaque. C'est à la fois l'ingénierie sociale, l'hameçonnage, les SMS, les fuites de données, etc. Et puis de l'autre côté, l'exploitation de vulnérabilités ou de mauvaise configuration logicielle. Et donc, Grégory, est-ce que tu peux nous dresser en quelques minutes le portrait de ce module complémentaire et pourtant très utile? Oui, alors ce module effectivement complémentaire utile, c'est que finalement, on va imbriquer deux métiers à l'intérieur. Quand je dis deux métiers, parce que c'est pas exactement la même chose. On a d'un côté le scan de vulnérabilité qui va vous permettre de vous remonter des informations très utiles, d'en savoir par où j'ai moyen d'être attaqué, comme par quelle faille CVE j'ai moyen d'être attaqué, puisque d'avoir une cartographie de mes failles CVE, déjà ça me permet
d'anticiper certaines choses. Et ensuite, on a le patch management qui, lui, va se coupler à ça pour vous proposer des patchs à ces CVE-là en fonction des logiciels, en fonction de votre OS, va vous proposer des patchs et donc va pouvoir vous les appliquer. Donc, on a vraiment deux choses bien distinctes mais qui travaillent ensemble. Le scan de vulnérabilité qui va vous remonter une cartographie de vos failles CVE et va vous permettre de mettre en place des plans ou des projets en estimant que ces serveurs-là qui sont peut-être soumis à de trop importantes failles CVE, on va peut-être les mettre dans une DMZ bien particulière, ne pas les mettre sur le même réseau que ma plage réseau serveur, etc. Et ensuite, le patch management qui, lui, va faire un travail de patcher ces failles CVE à travers les différents outils que les éditeurs de logiciels pourront mettre en place. En tout cas, mettra à jour vos logiciels et vos OS pour pouvoir patcher ces CVE-là. Parfait, merci, merci Grégory. Je te propose de passer maintenant à une catégorie qui est fort intéressante, notamment parce que c'est de l'humain, humain boosté avec l'intelligence artificielle. C'est, j'ai envie de dire, ton second cœur de métier, le premier étant l'accompagnement des clients au support technique, l'avant-vente aussi, mais surtout une partie qui devient de plus en plus importante face à l'évolution des menaces que tu nous as présentées. C'est bien entendu les différents services qui vont être ajoutés. Et dans ces services, on parle bien entendu ici de MDR, donc Managed Detection and Response. Tu peux nous détailler ce que c'est que le MDR et comment ça vient compléter l'offre de logiciels? Euh, donc le MDR, qui est la couche uniquement service, qui va être derrière un moyen de faire un état en fait de votre fonctionnement interne au final. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous équiper de solutions, mais la vraie réponse à un attaquant, c'est de savoir utiliser vos solutions, savoir traiter les informations de la solution et savoir faire en sorte de réagir quand il le faut. Et donc, c'est là où le MDR rentre en jeu. Après ces questions-là, et il faut se poser ces questions, eh bien, le MDR va rentrer en jeu. Le niveau d'MDR, on a deux niveaux d'MDR. On propose deux niveaux de service suivant des entités, etc., la façon que vous pilotez votre IT. Ça se fait en général sur demande, sur projet, où vous allez pouvoir demander comment on peut vous accompagner sur un niveau de service de MDR. Eh bien, ce niveau de service d'MDR est délivré donc par notre maison mère directement à travers un SIEM-SOAR qui a été développé avec EZ, en tout cas pour EZ. Et donc, on récupère les événements de votre DR, les événements de vos antivirus. En fait, on récupère les événements de votre écosystème EZ et puis on va le mettre dans notre SIEM-SOAR. Et c'est là où, effectivement, l'intelligence artificielle joue un très grand rôle. Je pense que vous imaginez le nombre de clients qu'il y a EZ dans le monde entier et vous imaginez le nombre d'événements que ça doit remonter par heure à travers notre SIEM-SOAR. Et donc, évidemment, on n'a pas non plus des milliers de personnes qui travaillent derrière notre SIEM-SOAR, bien évidemment. Donc, on a un premier traitement qui est fait par l'intelligence artificielle et ensuite qui va se coupler à de l'automatisation par SOAR et qui va remonter ça à nos experts EZ. Et c'est là où il y a une petite différence avec certains SIEM-SOAR, avec d'autres éléments. C'est que les incidents qui vont être mis en place sur votre console et qui vont potentiellement faire de la remédiation pour éviter de la propagation ou éviter une attaque, une préparation d'attaque, etc. Eh bien, c'est fait par des humains. C'est fait vraiment par des personnes humaines, par des ingénieurs cyber, par des ingénieurs SOC qui vont, eux, traiter l'information que l'IA a remontée, que le SOAR a proposé comme remédiation et donc vont traiter ces informations-là pour justement avoir un incident qui n'est pas un faux positif au final et qui ne va pas vous bloquer vos productions parce qu'il y a eu un transfert de fichiers, par exemple. Donc, c'est vraiment étudié, c'est vraiment fait pour s'adapter quand même à minima, mais tout ça peut être fait que grâce à l'intelligence artificielle et au développement de l'intelligence artificielle. Parfait, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette présentation. Grégory, merci pour ta présence, pour tes analyses et ton expertise, ton partage d'informations. Je vous propose de passer immédiatement à une série de questions-réponses. Vous avez le chat qui est ouvert. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur cette présentation? Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez voulu souhaiter voir couverts qui ne l'ont pas été? Ça nous permettra
d'avoir des nouvelles idées et puis d'améliorer nos présentations. Sachez également, pendant que vous écrivez vos questions, qu'il y a une page dédiée sur laquelle vous retrouverez un enregistrement de cette session. C'est une page qui est dédiée au monde des administrations et des cotères. Vous pouvez également sur notre chaîne YouTube retrouver un certain nombre de témoignages, dont ceux de la BSPP, c'est-à-dire les pompiers de Paris, et celui de la gendarmerie nationale. Et puis pour terminer, je vous invite aussi à tester, parce qu'il y a rien de mieux que pour se rendre compte à la fois de la légèreté, de l'efficacité, et puis aussi de la façon dont on peut prendre en main les solutions EZ. Sachez que nous avons notamment été par Gartner Peer Insight Customer Success, c'est un nom en anglais imprononçable, été élu, encore une fois en anglais, Customer Choice. Ça veut dire qu'en fait, il y a un grand nombre de clients qui ont évalué nos solutions. Alors, pas évalué pour tester avant d'acheter, mais bien évalué en étant utilisateur. Et donc, ils ont réalisé un compte-rendu de l'utilisation qu'ils ont au quotidien de nos solutions, et très fiers d'avoir un très bon placement dans ce Gartner Peer Insight Customer Choice, et ce qui prouve que l'on peut avoir des solutions à la fois très complètes, mais également aussi très abordables. Ça, c'est un élément qui nous tient à cœur. Et si, pendant que vous écrivez vos questions dans le chat, si vous souhaitez voir à quoi va correspondre l'offre qu'est la nôtre, notamment en réponse aux différentes exigences de conformité telles que NIS 2 qui s'approche, eh bien, je vous mets à l'écran cette slide qui récapitule les différents éléments qui sont contenus dans ces deux offres, avec bien entendu une partie de service, parce qu'on en parlait au Coter avec les différentes collectivités que l'on a pu rencontrer. Finalement, ce SOC, Security Operations Center, ça veut dire des analystes de différents niveaux qui travaillent et qui comprennent comment fonctionnent les menaces et qui sont capables de les repérer et puis de les arrêter. Ce sont des denrées rares, des ressources rares. Alors nous, on les mutualise, on les attire, on les forme, on essaye de les garder aussi. Généralement, ça se passe bien. Et en fait, surtout, on les met à votre disposition, ce qui permet que si vous ne les avez pas, ces ressources, eh bien, en tout cas, nous, on les a et on vous les partage. Puis si vous voulez monter ce service-là au sein de vos entités, n'hésitez pas, on sera aussi là pour vous accompagner et vous faire monter en compétences au niveau avec différentes offres de services et d'accompagnement. On arrive à la fin de cette session. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi. Grégory, moi-même, toute l'équipe des Z-France, restons à votre disposition. Et puis, si vous avez la moindre question que vous souhaitez tester, n'hésitez pas. Je vous mets ici les différentes coordonnées pour nous joindre, notamment clientfinaux@ez-note32.fr. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et j'espère vous revoir bientôt dans nos prochaines présentations. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir.